Le sodium-ion peut-il remplacer les batteries lithium dans les VE? Ça peut, on va dire, compléter la gamme des VE, mais il a remplacé, virer le LFP et le NMC, je pense pas, hein. Ça prendra jamais leur place, à mon avis. Ça se complétera, oui, il y aura un choix en plus, mais de là les remplacer, je pense pas. Dans les allées des laboratoires de recherche, le sodium fait parler de lui, l'élément omniprésent dans la croûte terrestre et dans l'eau de mer. Attire l'attention des industriels car il coûte moins cher que le lithium, dont la disponibilité inquiète les constructeurs. En effet, le lithium montre des limites à la fois en termes de ressources et en coût. Le sodium, lui, se trouve partout, accessible, presque banal. Il pourrait bien bouleverser la donne. KTL, leader mondial du secteur, prévoit même de lancer les batteries sodium-ion sur une soixantaine de modèles, principalement sur le marché asiatique, pour commencer. Ces batteries, issues de plusieurs années de recherche, promettent une autonomie de 500 km pour des véhicules 100% électriques. Un chiffre qui commence à titiller la concurrence lithium-ion. La vraie révolution, c'est peut-être la démocratisation de la mobilité électrique que permet le sodium. Grâce à son abondance, le coût de production des batteries sodium-ion tombe à environ 40% de celui des batteries lithium-ion. Ça ouvre la porte à des véhicules électriques plus abordables, notamment sur les segments d'entrée de gamme et de milieu de gamme. Là où le prix reste un frein majeur pour de nombreux acheteurs, ces batteries présentent un autre avantage, l'écologie. En effet, l'extraction du sodium, moins polluante, et la fabrication des batteries qui en découlent génèrent moins de déchets toxiques. De plus, les batteries sodium-ion se montrent plus stables, moins inflammables et résistent mieux aux températures extrêmes, notamment au froid. Un point souvent problématique pour les batteries lithium-ion dans certaines régions du globe. Par contre, le sodium n'est pas parfait. S'il brille par son accessibilité, il reste à la traîne sur la densité énergétique. On est plutôt autour de 160 à 175 Wh par kilo contre 200 Wh par kilo pour les batteries lithium et jusqu'à 250 sur certains modèles haut de gamme. Ainsi, à autonomie équivalente, une batterie sodium-ion sera plus volumineuse et plus lourde. Un inconvénient non négligeable pour les véhicules où chaque kilo compte. Alors, par contre, ouais, c'est vrai que c'est chiant, mais si c'est vraiment beaucoup moins cher, ça peut quand même faire la différence. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment beaucoup moins cher, quoi. À Princeton, une équipe de chercheurs a mis au point une batterie sodium-ion dotée d'une cathode innovante à base de... Oula, je veux même pas prononcer, ça sert à rien. Je suis pas physicien, ni chimiste. Ce matériau organique stable à l'air et à l'humidité remplace le cobalt traditionnellement utilisé, réduisant encore les coûts et l'impact environnemental. Selon les premiers résultats publiés, cette batterie afficherait une densité de 600 Wh par kilo. Un chiffre qui, s'il se confirme à l'échelle industrielle, pourrait rebattre les cartes du secteur. Ouah, c'est énorme. C'est 3 fois, même plus que 3 fois ce que le sodium peut atteindre en densité, mais ce serait incroyable. L'histoire des batteries regorge de prototypes prometteurs qui peinent à franchir le cap de la production de masse. Et oui, il faut se méfier de ça aussi. Bon, écoutez, à voir si c'est l'avenir ou pas. À surveiller cependant, dans les années à venir, ça va beaucoup évoluer, hein, les VE. Je pense que les VE dans 15-20 ans ne ressembleront pas du tout à ce qu'on a en termes d'autonomie et vitesse de recharge à ce qu'on a maintenant, hein. Ça sera vraiment incroyablement beaucoup plus élevé et beaucoup moins cher. Mais bon, va falloir attendre 15-20 ans, je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Mais bon, les VE actuellement sont déjà très bien, hein. C'est peut-être un poil cher, mais ils font le boulot, quoi. Allez, à voir. Cupra dévoile la Cupra Born One, une version d'entrée de gamme proposée à un tarif plus accessible que la version... Alors, je sais pas si on dit V ou 5, du coup. Je pense que c'est V, du coup. Elle sera proposée, à 37 390, alors que la finition V est à 41 000 euros. Elle propose de série de nombreux équipements comme les projecteurs full LED, les jantes Typhoon Black de 19 pouces, les sièges baquets en textile recyclé 6 coins, les caméras de recul et les rétroviseurs dégivrants, les rabattables électriquement, les radars de stationnement avant et arrière, la clim 2 zones, régulateur adaptatif, etc. 204 chevaux, batterie de 59 kWh, permettant d'atteindre 428 km d'ULTP. Ce qui est pas mal. 15,6 kWh au sens. Cette batterie est compatible avec une puissance de charge allant jusqu'à 11 kW et 165 kW en courant continu. Le 10 à 80% en 24 minutes. C'est une très bonne charge. Donc il y a argent geyser, blanc, Nevada, noir, gris et bleu. Alors c'est un peu terne, à part le bleu, du coup. Il est possible d'ajouter en option un pack techno, alarme, charge induction, vitre arrière surteintée et ouverture keyless. Ouah, ça sert à rien en vrai. Pack pilote L, travel assist, top view caméra 360. Ah, ça c'est mieux déjà. Le pack pilote est mieux. Plus utile, je dirais. Côté tarif, la Cupra Born One s'affiche à partir de 37 400 euros, soit 3 600 euros de moins que la finition V qui devient désormais le milieu de gamme à partir de 41 000 euros. Le constructeur espagnol propose également des offres de location pour les particuliers et professionnels. La Cupra Born One est proposée avec une garantie de 5 ans ou 100 000 km.
Alors, je trouve que la garantie est un peu faiblarde. Pourquoi pas s'aligner sur 8 ans et 160 000 km des autres, ou 7 ans à la limite de Kia. C'est pas terrible ça par contre, c'est un petit défaut, mais bon. Ok, bon bah Cupra, il essaie de se démarquer, c'est pas mal. Maintenant, ça reste des prix assez élevés, je trouve, quand même. C'est pas avec ça que ça va démocratiser les VE. Mais bon, il y a la ID2 qui arrive de chez Volkswagen l'année prochaine et la Cupra à Raval, du coup. On verra les tarifs de ces voitures. Qu'est-ce que ça donne ce mois de mai pour les VE? Le marché automobile français souffre d'un Covid long. Ouf. Oh, c'était osé ça. Ainsi, en mai, le marché plonge de 12,3%, certes, mais traditionnellement un mois où il y a moins de monde dans les concessions, en raison des nombreux jours fériés. Mais ce plongeon se fait avec un nombre de jours ouvrés comparable à mai 2024, soit 19. Depuis janvier, les immatriculations sont en recul de 8,2% en France. Les électriques n'échappent pas à ce marasme. Leurs ventes ont reculé de 18,7%, soit 19 414 voitures. Leur part de marché n'était que de 15,7%. Un plongeon qui s'explique en bonne partie par la dégringolade de Tesla, dont les ventes ont reculé de 67% en mai. La marque est en phase de lancement du modèle Y restylé. Ouais, bah il serait temps, hein. Depuis le temps qu'il doit être lancé, ce truc-là. En masse, outre l'impact des agissements d'Elon Musk, le modèle Y souffre de l'absence pour l'instant de bonus sur cette variante Juniper. En un an, le SUV passe ainsi de 1420 à 414 immatriculations. Oh le bide. 1000 de moins quoi. Mais la modèle 3 est aussi boudée. 298 immatriculations contre 763 en mai 2024. Oh. Ah, par contre là, désolé, mais la modèle 3, il n'y a pas d'excuse en fait, hein. Vous allez pas me dire qu'il y a l'excuse du restylage qu'on attend, quoi. Enfin là, je veux dire, elle marche plus, en fait. C'est un bide. La modèle 3, c'est terrible. Ce sont toutefois les nouvelles citadines françaises qui sont en tête des ventes. Et de nouveau, la R5 est battue par la C3 électrique. Cette dernière est numéro 1 avec 1500 ventes contre 1469 pour la Renault. Après le Scénic, on trouve en quatrième une autre nouveauté de Citroën, le C3 Aircross, 920 mètres. Même si on imagine qu'une partie concerne des garages. Ah oui, c'est un peu faussé quoi. Plongeon de la 208 avec 742 ventes et moins 72%. Il faut dire que la Lyon avait été aidée par leasing social l'année dernière. Il devance un surprenant Audi Q6. Il est rare de voir un modèle si onéreux au niveau de ce classement. On imagine là une vague de livraison d'un coup. Le SUV allemand devance ainsi la Mégane qui recule de 68%. Parmi les tops du mois de mai, on peut citer les bonnes perfs des Cupra Born 439 et Alpine à 290, 257, quasiment 2000 depuis le début de l'année. Fiat 500 moins 80%, Opel Corsa moins 89, avec respectivement 270 et 144 livraisons. On a le top 10 donc qui est là. Et aucune coréenne. Encore une fois. Tib, tes voitures sont nulles, personne n'en veut. Bon, au moins, il n'y a pas beaucoup de Niro en circulation, hein, j'ai envie de dire, hein. C'est bien comme ça. On se sent un peu unique. J'en ai déjà croisé un des Niro quand même. Bleu, blanc, mais effectivement, il ne marche plus. Et encore moins maintenant avec le V3 qui est sorti. Pareil, il n'y a même pas le Kona d'ailleurs dans le top 10. Donc les coréennes, c'est compliqué, hein. En France, du moins. Après, en Europe, c'est un peu mieux, quoi. Ça marche un peu mieux. Voilà, voilà. Bon, bah, la IC3, malgré qu'elle soit buggée, alors j'espère que c'est réglé d'ailleurs, les bugs maintenant. J'espère pour vous, les acheteurs. Mais elle fonctionne plutôt pas mal. En même temps, elle a pas une bouille, elle a pas une mauvaise gueule, hein. C'est juste bah, l'intérieur qui est un peu douteux, quoi. Avec, on va dire, la partie électrique et infodivertissement qui est un peu éclataxe, il faut le dire. Voilà pour ça.